Bonsoir et bienvenue sur ce stream de rue 89 Strasbourg en partenariat avec le Shadok. Alors, on est très content de vous retrouver, même si c'est en visio conférence. Vous allez pouvoir participer, poser vos questions. Alors, pas en vidéo, contrairement à ce que nous avions annoncé. Quelques impératifs techniques nous empêchent pour l'heure, mais on trouvera le moyen de le faire plus tard, que vous puissiez poser vos questions en vidéo, mais vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat Facebook, donc directement dans l'onglet des commentaires de la vidéo. C'est moi-même donc qui vais pouvoir les lire et j'en sélectionnerai certaines, probablement toutes, puisque on a le temps. Et je les poserai à nos deux invités. Alors, nous allons parler de la surveillance de masse, de la surveillance à l'ère du capitalisme, de la surveillance généralisée dans nos sociétés occidentales avec nos deux invités que je vais vous présenter maintenant. Donc, nous avons Néa Lanier Houdin, qu'on connaît mieux sous le pseudo de Guinness. Vous êtes doctorante en informatique pour la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, pour ceux qui ne le savent pas, est un think tank. Comment on peut parler de cet organisme, un groupe de pression, un lobby citoyen peut-être? C'est avant tout une association de veille juridique et de défense des libertés individuelles à l'ère du numérique, donc initialement sur Internet, à l'époque d'Adopi en 2009, et qui, plus récemment, s'est mise à s'intéresser aux questions de la surveillance de masse dans les villes, donc l'utilisation de caméras, de microphones, de drones, afin de surveiller la population. Voilà. Donc, vous dites récemment, peut-être qu'on reviendra là-dessus, la Quadrature du Net travaille sur ces questions depuis assez longtemps quand même. Et donc, mon second invité est Olivier Tesquet. Vous êtes journaliste à Télérama et récemment l'auteur de À la trace, aux éditions Premier Parallèle. Donc un livre très documenté sur la surveillance avec un recul sur les mécanismes à l'œuvre et puis d'où est-ce qu'ils viennent, etc. et comment ils se diffusent dans nos sociétés. Alors, en préparant cette émission, quand il s'est agi de choisir la date, on avait décidé de l'avancer. Au départ, il était question qu'on se rencontre en juin, et puis on s'est dit, bon, il y a quand même une accélération de l'actualité, notamment avec l'application Stop Covid du gouvernement, dont on va parler. Mais on ne se doutait pas que ça allait s'accélérer si vite, puisque il y a deux décisions juridiques très importantes qui sont venues peupler l'actualité de la surveillance. Une première décision du Conseil constitutionnel sur le fichage des patients victimes de Covid et une deuxième décision, donc tombée aujourd'hui, ce matin, du Conseil d'État sur le fichage des gens qui ont été vus en train de porter ou de ne pas porter des masques par les drones de la police. Donc, on s'aperçoit quand même avec ces deux décisions qu'il y a une tentation des élus ou de la société, peut-être qu'il faut, ou de certains lobbies, une tentation d'utiliser au maximum les technologies disponibles pour faire progresser la surveillance sous un vocable de sécurité sanitaire. Donc ça, c'est ce que vous me disiez, Olivier, que la sécurité sanitaire, c'était pratique parce que personne ne peut être contre, finalement.
Ce qui se passe, c'est vrai, quand on voit la décision du Conseil d'État ce matin qui explique que donc l'utilisation des drones pour contrôler le déconfinement, parce qu'on voit là en ce moment dans le ciel des villes françaises tout un tas d'appareils autonomes qui s'assurent, alors qui se sont d'abord assurés que les gens respectaient le confinement et qui maintenant pourraient s'assurer qu'ils respectent la distanciation sociale, etc. Le Conseil d'État est venu rappeler que en l'état, on n'avait pas de garantie suffisante pour déterminer que les informations captées par ces drones n'attentaient pas à la vie privée et que, en l'absence d'un cadre législatif clair, pour l'instant, il fallait les remiser au garage. Alors, on pourrait se satisfaire en se disant que finalement, on a des instances de régulation, des juridictions qui font leur travail, ouais. qui sont efficaces. On peut aussi constater que ça marque on va dire l'accélération, la tentation par les pouvoirs publics, que ce soit des collectivités ou que ce soit le gouvernement, de recourir effectivement à un certain nombre d'outils technologiques pour endiguer la crise sanitaire. Vous parliez de sécurité sanitaire. C'est assez symptomatique, c'est presque un lapsus, parce que pendant des années, on nous a répété que la sécurité était la première des libertés, que c'était la condition d'exercice de toutes les autres, et que au nom de cette sécurité, il fallait finalement s'équiper, monter en régime. On a remplacé les caméras de vidéosurveillance traditionnelles par des caméras de vidéosurveillance intelligentes. On va rajouter de la reconnaissance faciale. On est comme ça dans une espèce de fuite en avant technologique, avec un discours qui est porté aussi bien à gauche qu'à droite du spectre politique. Et là, aujourd'hui, le moment très exceptionnel qu'on traverse, et à force de répéter qu'il est exceptionnel, fait que la santé est présentée comme la première des libertés. C'est-à-dire que la santé, aujourd'hui, est tellement la première des libertés que c'est des indicateurs sanitaires qui vont conditionner notre remise en circulation dans l'espace public ou pas. Donc on voit qu'effectivement, c'est un moment de mobilisation un peu tous azimuts des outils technologiques à disposition, où on fait un peu feu de tout bois, en se disant que de toute façon, on va déployer tout un tas d'outils, on verra bien ce qui marche. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on avisera ensuite. Et on voit bien, notamment à travers ces décisions, que les choses, quand bien même on est dans des circonstances exceptionnelles, ne sont pas toujours aussi simples que ça. Alors Guinness, cette décision du Conseil d'État et cette décision du Conseil constitutionnel, j'imagine à la Quadrature, comment ça se passe? Vous faites sauter le champagne quand ça arrive? Parce que j'imagine Oui. qu'il y a aussi un travail de votre part derrière pour que les juges soient alertés sur ce qui arrive Oui, devant eux. c'est sûr que déjà, pour nous et pour la LDH, donc, qui a porté ce référé liberté, La Ligue des droits de l'homme, ouais. donc oui, la Ligue des droits de l'homme, c'est une grande victoire qui n'a pas été sans rebondissement, étant donné qu'on est d'abord allé devant le tribunal administratif qui a rejeté notre référé en bottant un peu en touche sur nos arguments, en disant juste qu'il considérait qu'il n'y avait pas de traitement car il n'y avait pas de stockage. Ouais, alors là, vous parlez de la décision du Conseil constitutionnel. Non, hein. non. Là, c'est le tribunal administratif. Ah, d'accord. Donc celle du Conseil d'État, pardon. Oui, c'est ça, du Conseil d'État. Et sur les drones. Sur les drones, c'est ça. Et ensuite, on a décidé de faire appel au niveau du Conseil d'État parce qu'on considérait que la décision du tribunal administratif n'était pas n'était pas valide et ne respectait pas ce qui était marqué dans la loi. Et donc le Conseil d'État revient vers nous en nous disant effectivement, la visualisation elle-même est un traitement. À partir du moment où il y a une visualisation et une possibilité d'identification, en fait, il y a traitement de données personnelles et le traitement de données personnelles doit être dans l'espace public, il doit être annoncé. C'est quand on rentre dans une rue, par exemple, ces panneaux qu'on voit qui disent espace sous vidéosurveillance, uniquement. Et en fait, avec des drones, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. En particulier avec des drones qui ont des capacités de zoom
très très élevés, donc qui même à plus de 80 ou 100 mètres vont permettre de zoomer sur un visage, en fait, il y a trop de risques pour le Conseil d'État que ces technologies soient utilisées pour identifier des personnes, traiter de données personnelles et donc aller à l'encontre de la loi Internet et Liberté de 1978 et du RGPD. Mais alors, donc, ce qui a simplement retenu finalement l'emploi de toute cette technologie, c'est le devoir d'information, c'est bien ça? Des citoyens? Essentiellement, oui, c'est ça. C'est que, en fait, il y a un traitement de données personnelles qui est effectué sans consentement de la part des citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit par les lois. Et c'est ce qui... Ce qui pourrait Ouais. d'ailleurs, faudra voir Allez-y, Olivier. dans quelle mesure ça peut faire un peu jurisprudence ou tache d'huile, parce que l'un des arguments qui revient souvent, ou dans la bouche des industriels ou dans celle des pouvoirs publics, c'est de dire qu'à partir du moment où on fait de la captation sans stockage, ça n'attenterait pas à la vie privée, ça respecterait le RGPD. On a d'autres exemples, hein, on en reparlera peut-être un peu plus loin dans l'émission, mais je pense notamment à ces caméras qui sont capables de déterminer si les habitants d'une ville portent ou non un masque dans l'espace public. On nous dit là aussi, ne vous inquiétez pas, les images ne sont pas stockées. Cet avis d'État vient quand même rappeler que la simple captation est déjà un traitement en soi, et que donc ça doit être encadré, et qu'on ne peut pas être effectivement comme ça dans le champ permanent du dérogatoire et de l'expérimental, surtout dans les conditions actuelles. Oui, c'est vrai qu'on a comme exemple, toujours dans la ville de Paris, donc étant donné que l'ordonnance, donc la décision du Conseil d'État s'applique exclusivement à la ville de Paris, et donc pourra être utilisée comme jurisprudence de manière locale dans les autres villes, mais dans la ville de Paris, donc on a une expérimentation à la station de Châtelet-Les Halles de caméras qui détectent le port du masque, donc caméras commercialisées avec leurs algorithmes par la société Data Calab, et qui annonce faire tout le traitement en moins de 100 millisecondes, et que de ce fait, ils respectent le RGPD car ils ne font pas de stockage de données. Et là, cette décision du Conseil d'État, comme le disait Olivier, en fait, vient dire qu'à partir du moment où il y a visualisation, il y a traitement. Donc en fait, même s'il n'y a pas stockage, on tombe directement, en fait, on vient à l'encontre de cette décision. Donc du coup, effectivement, c'est une décision qui est plus importante finalement qu'elle en a l'air, entre guillemets, parce qu'elle va servir de base juridique pour l'ensemble des processus qui vont suivre, parce que ces processus d'analyse et de traitement en direct à partir de vidéosurveillance se sont complètement multipliés. Ah bah oui, c'est sûr qu'on en a de plus en plus. On voit d'ailleurs de toute façon que depuis quelques mois et même avant le Covid, qu'on avait une multiplication des contentieux, des recours devant des juridictions administratives, notamment pour intervenir ou en tout cas statuer sur un certain nombre de dispositifs. Hein, la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées à Nice et à Marseille, la vidéosurveillance intelligente qui a été attaquée, là aussi par la Quadrature et la Ligue des droits de l'homme, toujours à Marseille. On a la CNIL qui a interdit des micros qui pouvaient enregistrer les bruits suspects dans des quartiers populaires à Saint-Étienne. Donc on a quand même une multiplication, comme ça, une accélération de ces avis qui sont rendus. Et je pense que quand on voit les dispositifs qui sont en train d'être déployés, parce qu'on parlait de Data Calab à l'instant, qui est aussi testé dans la ville de Cannes. Data Calab, pour le consentement, leur vision du consentement compatible avec le RGPD, c'est que pour s'opposer au traitement, il suffirait de faire non de la tête. Oui, on avait vu passer ce truc. Voilà. Je suis quand même très curieux de savoir ce que la CNIL, pour ne citer qu'elle, penserait de ce recueil du consentement-là. Donc il n'est pas du tout impossible que dans les semaines et les mois qui viennent, on ait de plus en plus de ces expérimentations qui, en ce moment,
se multiplient un peu comme des petits pains, et qu'on vienne ramener un peu ça dans le chemin du droit, tout simplement. Oui. Alors, c'est vrai que pour nous, on a un léger bémol au niveau de la quadrature dans la décision du Conseil d'État, c'est que dans notre référé liberté, on appelait à la création d'une loi qui interdirait ce genre de processus, donc pour les drones. La décision du Conseil d'État dit qu'un arrêté de la CNIL est suffisant pour autoriser en fait Une ces drones, expérimentation. une utilisation des Une drones. utilisation même. Ouais. Ça. Oui. Et, Donc ça peut revenir, quoi. C'est-à-dire que s'ils autorisent, s'ils font une demande d'autorisation du traitement et que la CNIL l'autorise, ces drones qui ont été commandés en nombre par la police nationale pourront être utilisés. C'est ça que vous nous dites. Alors, oui. Cependant, la CNIL a publié aujourd'hui un arrêté, ou je crois que c'est un arrêté qui a été publié par la CNIL aujourd'hui, qui va dans le sens de la décision du Conseil d'État et qui suit les mêmes lignes et les mêmes recommandations. Et donc, a priori, on peut penser que pour le moment qu'on a la CNIL de notre côté qui va nous défendre contre toutes ces attaques qui sont de plus en plus agressives et de plus en plus fréquentes. Donc, oui. Alors justement, alors vous parlez d'attaque, mais vous êtes effectivement très bien informé. Olivier Tesquet est surinformé même, et il nous informe régulièrement avec ses articles dans Télérama et puis avec à la Trace. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de débat en fait sur ces technologies de surveillance. Elles se diffusent par vagues successives dans notre environnement global. Et là, on voit bien que la crise sanitaire est un formidable vecteur pour vendre de la solution de surveillance. Et je ne vois pas énormément, à part la Quadrature, la Ligue des droits de l'homme, ok, je ne vois pas énormément d'opposition citoyenne. Comment ça s'explique, ça? Alors, moi, ce que je note, c'est que on voyait déjà, on avait ça avec le débat sur la reconnaissance faciale il y a quelques mois. On l'a un peu de la même façon avec Stop Covid ou avec un certain nombre d'autres dispositifs qui sont déployés en ce moment ou qui pourraient être déployés. C'est qu'en fait, on ne débat pas pour savoir si une technologie est souhaitable, si elle est compatible avec nos valeurs démocratiques, si elle est proportionnelle par rapport aux finalités recherchées. On débat sur les modalités de sa mise en place. On se retrouve à avoir des débats qui sont souvent des débats d'experts, où on se perd un peu en argutie technique, et où on vous explique ah bah le protocole A convient pas, mais le protocole B ça ira. Ou quand on parle de reconnaissance faciale, on vous explique ah bah non, c'est de la comparaison faciale. Donc on joue un peu aussi sur les mots et on déploie un certain nombre d'éléments de langage pour paralyser quelque part le débat. Et débat qu'on n'a pas parce qu'on refuse finalement de politiser ces questions-là. On en fait seulement des instruments pour gouverner, mais qui seraient des instruments finalement assez neutres en eux-mêmes, qui produisent assez peu d'effets, qui dans le pire des cas ne marcheraient pas, et qui offrent une fausse impression de sécurité. Dans ces conditions-là, c'est pas évident d'avoir un vrai débat citoyen, même si on sent quand même, et je trouve à la faveur de la crise sanitaire, ça se révèle assez, qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, mais il y a aussi une sous-information du public. Et quand je dis une sous-information du public, c'est pas que les gens sont fainéants ou s'informent mal, c'est que tout est mis en œuvre par les pouvoirs publics et par un certain nombre d'industriels pour retrancher ces débats-là de l'espace public dans lequel il devrait être discuté, parce que tout se fait soit en contournant la commande publique, soit parce qu'on le fait sous le sceau de l'expérimentation, soit parce que de toute façon on est face à des industries qui préfèrent largement l'opacité à la transparence. Et donc dans ces conditions-là, c'est effectivement très difficile d'avoir un débat apaisé, d'autant plus que
les tenants de positions qui sont considérées comme radicales, c'est-à-dire les gens qui réclament un moratoire sur la reconnaissance faciale ou qui militent pour l'interdiction d'un certain nombre de technologies, sont présentés comme tenant des positions irrationnelles. Donc à partir de là, c'est vrai que quand on vous disqualifie d'office en vous expliquant qu'être contre la reconnaissance faciale ou contre les drones, c'est faire preuve d'irrationalité, c'est assez difficile d'avoir un débat apaisé. Mais on avait vu un peu la même mécanique pendant l'état d'urgence, si vous vous souvenez bien. Je crois qu'on a royalement eu 6 députés qui se sont opposés à l'état d'urgence et qu'on a dépeint comme des complices du terrorisme. Donc à partir de là, c'est effectivement très difficile, face à des gens qui, pour le coup, tiennent des positions qui pourraient être considérées comme irrationnelles, de débattre sereinement et un peu tous ensemble, entre guillemets, de ces questions-là. Et pourtant, c'est quand même un vieux coup, ça, de disqualifier les opposants à des mesures sécuritaires en les accusant d'être complices. Ça marche toujours? On l'a bien vu là avec Stop Covid. Moi, j'ai quand même lu ou entendu plusieurs déclarations de responsables politiques, de parlementaires de la majorité, qui nous expliquaient que s'opposer à Stop Covid, c'était accepter qu'il y ait plus de morts. Alors qu'on n'a aucune étude nous prouvant que ces dispositifs sont efficaces. Oui, efficaces, ouais. Donc ça marche d'autant mieux, j'ai envie de dire, en temps de pandémie, que la pandémie a ce pouvoir normalisateur très très fort et que s'opposer à un certain nombre de dispositifs qui pourraient, nous dit-on, nous sortir de cette crise sanitaire, c'est faire preuve d'une forme d'inconscience qui conviendrait à sacrifier une partie de la population. Donc ça, non seulement ça marche toujours, mais ça marche même plus que jamais. Ah, d'accord. Oui. Guinness. Ouais. Oui, c'est vrai que les personnes qui refuseraient d'utiliser Stop Covid, donc l'application de contact tracing du gouvernement français, ont même été qualifiées par je ne sais plus quelle personne de crimes contre l'humanité. Donc, on voit bien on voit bien la force, en fait, des arguments qu'ils utilisent. Arguments d'autorité, ce sont des crimes contre l'humanité. Il faut qu'on protège les libertés de nos concitoyens. Et comme le disait Olivier, en fait, chaque état d'urgence, qu'il soit sanitaire, dans un contexte terroriste ou autre, n'est qu'un prétexte pour faire passer toujours plus de mesures sécuritaires, toujours plus de contrôles, et en même temps en profiter pour faire de la censure et du contrôle politique. Donc on se souvient en 2015 de l'interdiction des manifestations anti-COP21. Maintenant, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est encore plus particulier parce que toute forme de rassemblement étant interdite déjà par l'état d'urgence sanitaire et ensuite moralement par volonté de ne pas propager l'épidémie, on a de moins en moins d'outils pour se défendre et on a de moins en moins d'outils pour informer. Donc on essaie de couvrir, d'avoir une présence médiatique, d'alerter, d'avertir, mais on reste minoritaire finalement. Alors, sur Stop Covid, justement, vous avez démarré assez tôt finalement, avec toute une campagne d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous reprochez à cette application? Alors, l'application Stop Covid à la française ou Oui, tant qu'à faire. D'accord. Donc, l'application Stop Covid à la française, de tous les modèles qu'on a pu voir apparaître, c'est la pire d'un point de vue protocolaire, d'un point de vue de ce qu'elle s'autorise à faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un serveur centralisé qui va générer des identifiants chiffrés pour chaque personne, les envoyer sur les téléphones. Ces identifiants, donc, qui changent tous les 10 minutes, sont partagés via Bluetooth. Et quand on se signale comme étant contaminé, on va renvoyer son identifiant, on va s'authentifier auprès de la plateforme,
envoyer son historique, et de là déchiffrer pour retrouver les personnes qu'on a croisées. Mais la grande catastrophe, en fait, arrive dans la première page du protocole, où ils parlent d'un serveur qu'ils appellent honnête mais curieux. C'est-à-dire que c'est un serveur qui ne va pas tenter de compromettre via une manière ou une autre, enfin, qui ne va pas tenter d'attaquer l'anonymat des personnes, mais qui s'autorise à les désanonymiser et à reconstruire leur graphe de relation via des technologies dont on n'a pas connaissance, qui ne sont pas précisées dans le protocole, et qui, a priori, vont faire partie de la partie fermée du code source de Stop Covid. Donc, il y a le code source, il est séparé entre l'implémentation du serveur et l'implémentation de l'application. Celle-ci est open source, elle est en cours de développement, tout le monde peut y accéder. La partie serveur, on a beaucoup moins d'informations et on ne sait pas exactement ce qui va être accessible, c'est-à-dire ce qu'on pourra vérifier en tant qu'informaticienne, informaticien, Donc, et qui sera fermé. Donc, on va dire les chiffons rouges qu'il y a dans cette application, est-ce que vous pouvez les résumer, en fait? Les chiffons rouges pour vous, hein. Qu'est-ce qui vous a conduit à démarrer cette campagne d'opposition? Alors, donc, si on reste déjà du côté technique, le premier, c'est que le serveur s'autorise à désanonymiser les utilisateurs et à reconstruire leur graphe de relations sociales. Donc ça, malheureusement, avec le RGPD, c'est quelque chose qui est autorisé, car on est dans le cadre d'une crise sanitaire internationale, internationale au sens où elle passe les frontières de l'Europe, donc dans l'UE. Et dans ce cas-là, le traitement des données est autorisé. Ensuite, de manière beaucoup plus pragmatique, et en suivant les diverses études qui ont été menées, qui ont été publiées, entre autres dans le journal de recherche Science et dans Nature, d'un point de vue statistique, il faudrait qu'environ 60% de la population utilise l'application pour qu'on ait des résultats probants. En l'occurrence, en France, on a 77% de la population qui a un smartphone, donc qui pourrait faire tourner l'application. Et chez les personnes les plus à risque, donc qui sont les personnes âgées, on descend à, il me semble, 25% de la population qui a un smartphone. Et de là à ce qu'elle sache installer l'application, la mettre en place et tout ça, en fait, on tombe à des taux ridicules de personnes qui vont pouvoir utiliser l'application. Et le dernier argument que je sortirai, c'est qu'on a déjà une preuve de concept de sniffer qui permet de suivre les personnes à la trace dans une ville. Donc, le code source est disponible sur la plateforme GitHub, donc une plateforme de partage de code source, et ça s'appelle Corona-Sniffer. Donc, on a déjà en fait des implémentations qui permettent de suivre les personnes et de les désanonymiser, malgré toutes les protections qui pourraient être mises en place en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà des hacks, entre guillemets, de l'application qui permettent de contourner les filtres permettant de garder anonymes les gens. C'est ça. En fait, il y a des choses contre lesquelles on ne pourra jamais se prémunir. Des failles de sécurité, finalement. Alors, en fait, ce n'est pas des failles de sécurité à proprement parler. C'est ce qu'on appelle en cryptographie ou en protocole des adversaires passifs. C'est-à-dire qu'on va juste laisser des sondes un peu partout dans la ville. Et c'est quelque chose qui a existé à Londres. Donc à Londres, c'était les poubelles qui avaient des puces Wi-Fi pour scanner les personnes qui passaient à proximité. À Paris, on a ces panneaux de publicité numérique avec des caméras ou alors avec des scanners de puces Wi-Fi qui existent.
Donc, on a ce genre de technologie en fait qui existe, qui permettent de pister et de suivre une personne en fait, de récupérer ses identifiants et une fois qu'elle se déclare malade ou non, on va pouvoir savoir qui c'est en utilisant, en recoupant ces données avec les données des vendeurs de publicité, par exemple, afin d'établir des listes de personnes malades à qui on va pouvoir, par exemple, proposer de la publicité ciblée. D'accord. Donc ça, c'est la liste en fait de ce que vous reprochez à Stop Covid. Et Olivier, donc si je vous ai bien compris, vous, c'est typiquement ce genre de débat qui vous paraît impossible à tenir finalement. Que sur Stop Covid, il faudrait que soit posée plus clairement la question, est-ce qu'on veut être pisté ou pas, finalement? Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Stop Covid, on a un débat, alors qui par ailleurs un débat très intéressant entre des cryptographes qui défendent les vertus de tel ou tel protocole, qui soit décentralisé, centralisé ou centralisé, décentralisé, comme on essaie de le faire en France. Le problème, c'est que quand on va avoir ce débat-là à l'Assemblée, j'imagine assez mal nos parlementaires s'écharper sur les protocoles, sur les vertus du protocole Robert, sur lequel travaille l'INRIA, ou sur les vertus du protocole DP3T qui est plus décentralisé. Donc évidemment, ce sont des questions importantes, mais ce que ça oblitère un peu, entre guillemets, c'est la décision politique derrière. Et ce qu'il faut rappeler, quand même, on parlait beaucoup de l'anonymisation, parce qu'on nous promet qu'effectivement, Stop Covid sera en gros 100% volontaire et anonyme, et qu'on ne pourra pas déterminer qui vous êtes, mais qu'on saura seulement vous envoyer un signal, en gros, voilà, vert, vous n'êtes pas contaminé, rouge, vous avez possiblement été exposé au virus. Sauf que les applications, et d'ailleurs le patron de l'INRIA l'a rappelé quand il a expliqué un peu le fonctionnement embryonnaire, on va dire, de Stop Covid, les applications, elles vont jusqu'à la notification. C'est-à-dire que vous allez recevoir un message sur votre téléphone, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le protocole, qui va vous dire vous avez été exposé au virus, ou vous avez possiblement été exposé au virus, donc vous êtes incité à rester chez vous, vous mettre en quarantaine, respecter un isolement, etc. etc. Ce que disait le patron de l'INRIA dans le texte qu'il avait publié, c'était qu'à partir de la notification, ensuite la décision revenait à l'autorité politique. C'est-à-dire que l'autorité politique décide ce qu'elle fait une fois que l'alerte a été émise. L'autorité politique décide, par exemple, de mettre en place ou non des moyens beaucoup plus coercitifs pour s'assurer que les gens respectent les mesures de quarantaine auxquelles ils sont soumis. On disait tout à l'heure que effectivement les personnes âgées étaient beaucoup moins équipées en smartphone, donc on réfléchit déjà. En France, on parle d'un appareil qui permettrait d'émuler les fonctionnalités de l'application. Donc concrètement, ça s'appelle un bracelet électronique. On peut l'habiller comme on veut, on peut lui mettre une puce GPS ou pas, mais ça reste quand même symboliquement, avec toute l'imagerie carcérale qui nous vient à l'esprit, ça reste quand même un bracelet électronique. C'est d'ailleurs ce que font les Italiens, c'est ce que font les Sud-Coréens pour les personnes qui rentrent sur le territoire. Donc c'est ça l'endroit dans lequel on s'aventure. Or, cette question de ce qu'on fait au moment de la nécessaire réidentification, parce que finalement, cette réidentification des malades, que ce soit via un sniffer, via des applications parasites, via des individus qui tout à coup se transformeraient un peu en auxiliaires de police, la réidentification, elle est nécessaire à des fins sanitaires. Quand on parle avec des épidémiologistes, ils disent bah oui, mais moi je soigne des malades, je soigne pas un identifiant aléatoire qui changeait toutes les 10 minutes. Donc il y a une forme d'hypocrisie autour de ça, parce que cette question-là, elle est toujours un peu laissée de côté dans le débat autour de Stop Covid, de la même manière que toute la période pendant laquelle on a parlé de Stop Covid. Alors on en parle peut-être un peu moins en ce moment, parce que on se rend compte finalement, plus le temps avance, plus l'horizon s'assombrit pour une application de ce type-là. Déjà, elle devait être prête pour le déconfinement, finalement elle ne l'a pas été. Maintenant on parle de début juin, mais on va dire l'unité de façade du gouvernement sur la question se fissure quand même pas mal. Et pendant ce temps-là, on a très peu évoqué toujours les questions qui se posaient autour de la pénurie de masques, du manque de tests, du recrutement de ces fameuses brigades pour faire les enquêtes épidémiologiques sur le terrain, qu'un certain nombre de pays ont préféré retenir comme option. Nos voisins belges, par exemple, ont décidé qu'une application servait à rien parce que les enquêtes épidémiologiques traditionnelles ont largement fait leurs preuves et qu'ils préféraient s'appuyer là-dessus. Donc nous, on s'enferre un peu comme ça dans cette hypothèse technologico-technologique, tout en expliquant que ce n'est qu'une brique incertaine, que évidemment ce n'est pas avec ça qu'on va endiguer
l'épidémie, on se défend de faire du solutionnisme technologique, et en même temps, on nous explique que, dans le meilleur des cas, l'application marcherait et permettrait de sauver au moins une vie, et que dans le pire des cas, elle ne marcherait pas. Sauf qu'on oublie totalement le scénario dans lequel non seulement l'application n'apporte rien, mais en plus, elle présente des dangers parce qu'elle vient abîmer le corps social. Je repense notamment aux recommandations du Comité consultatif national d'éthique, qui, assez tôt, a alerté les autorités sur le fait qu'une application de ce type-là présentait des risques de stigmatisation, de discrimination, soit pour les personnes qui seraient identifiées, et on l'a vu dans d'autres pays, hein, en Corée du Sud, le suivi des malades peut générer des situations de stigmatisation publique, ou alors pour les personnes qui décideraient de ne pas utiliser l'application. C'est-à-dire, et là, on mettra en place des systèmes de gratification ou de pénalisation en fonction de l'installation de tel ou tel dispositif. Et toutes ces questions-là, quand même, restent pour l'instant assez nébuleuses, en attendant peut-être ce fameux débat parlementaire qu'on nous a promis. Ouais. Alors sur cette question de la discrimination, ça c'est effectivement extrêmement important. Vous en parlez pas mal d'ailleurs dans votre livre. Hein. Vous expliquez d'où vient finalement le scoring et comment finalement ces méthodes de triage automatisées est appliquée à des populations et les effets pervers que ça a finalement, auxquels on pense jamais quand on pense à ces solutions. En fait, on pense solution, mais on pense pas à tous ceux qui sont exclus de la solution. Bah, on ne pense pas à tous ceux pour qui la technologie est plus un danger qu'une alliée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans la société qui ont assez peu à se soucier des impacts négatifs de la technologie. Si on reprend l'exemple de la reconnaissance faciale, si vous êtes une personne racisée, bah, vous êtes mécaniquement plus en danger face à la reconnaissance faciale à cause des biais raciaux de cette technologie. Après, c'est vrai, quand on parle de la classification des individus, on a beaucoup parlé ces derniers mois du crédit social à la chinoise. En gros, la moindre de vos actions dans la société a des répercussions, affecte une note, et en fonction de cette note, vous avez accès ou non à un certain type de service. Vous pouvez voyager ou pas, vous pouvez souscrire un prêt ou non. Mais ce qu'on tend à oublier, c'est que déjà ces dispositifs existent quand même dans d'autres pays. Hein. Aux États-Unis, notamment, on fait du calcul de score de crédit depuis la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que chaque individu sur le sol américain a une note, et qu'en fonction de cette note, qui est calculée par des courtiers en données à travers des milliers d'indicateurs de la marque de votre voiture à votre régime alimentaire, parce qu'on sait ce que vous consommez en fonction de vos achats en ligne ou de votre historique de carte bleue. En fonction de ça, vous allez pouvoir ou non souscrire un prêt à la consommation ou un prêt immobilier. Aujourd'hui, la tentation qu'on a dans une société qui traque les malades, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent de classer les individus en fonction de leur dangerosité, non pas parce qu'ils présenteraient un trouble potentiel à l'ordre public, mais parce qu'ils présenteraient un trouble potentiel à un ordre sanitaire. Et donc, on a effectivement cette tentation, ou ce risque en tout cas, de créer des classes de citoyens. On se retrouve avec des classes dangereuses de gens qui seraient plus susceptibles d'être exposés au virus. Quand on voit que pendant qu'on était tous confinés, on avait quand même toute une catégorie de travailleurs, plutôt les plus précaires, qui étaient obligés de continuer à aller travailler, donc à être mécaniquement plus au contact du virus. Quand on voit aujourd'hui que les gens qui sont obligés de reprendre les transports en commun dans des conditions où on sait que les transports en commun, c'est quand même l'endroit où, a priori, le risque de tomber malade est le plus élevé, mécaniquement, ça en fait des personnes qui sont plus exposées au virus. Plus que ce sont des personnes qui sont plus exposées au virus, demain, ce seront peut-être des personnes où, un peu sur le modèle des départements qui sont en rouge et en vert, on aurait des individus à qui on donnerait un code couleur ou une note, et on a un certain nombre de pays étrangers qui réfléchissent à des solutions de ce type, qui tentent de déployer des solutions de ce type. Donc c'est vrai que le chemin qu'on risque d'emprunter en déployant ce type d'outils, c'est celui-là, quand bien même on aurait les meilleures intentions de la Terre, et quand bien même tout ça ne serait destiné qu'à endiguer l'épidémie. Je viendrais compléter ce que tu viens de dire, Olivier, en disant que ça donne en plus l'habitude, en fait, de ces technologies et de ce pistage. Il y avait un article édifiant que j'avais lu sur une école en Italie
de 150 élèves, une école primaire, où ils leur ont tous donné des bracelets électroniques. Et l'argument pour dire que ça allait fonctionner, c'est que ça allait amuser les enfants parce qu'ils allaient voir ça comme un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on commence dès l'enfance à des personnes qui ont 6, 7, 8 ans, à leur faire se tester, se mettre en contact avec leur bracelet pour voir s'ils se sont mis en contact avec le virus ou telle ou autre information, parce que pour faire rentrer ça dans cette thématique du jeu, on peut imaginer faire transmettre d'autres informations, un petit peu en fait comme les fourmis font, sauf que les fourmis fonctionnent dans un système de ruche, alors qu'on fonctionne dans un système d'individus dans la civilisation humaine. Et ensuite, j'avais un deuxième point, mais je crois que je l'ai oublié. C'est pas grave, ça reviendra. Ouais. On a une question donc sur laquelle vous avez déjà tous les deux partiellement répondu. Une question de Xavier Charpentier, donc qui parle de Stop Covid. Donc il y a le traçage à court terme, mais on ne sait pas s'il y a des séquelles en fait de cette maladie. Et qu'arrivera-t-il si le fichier des malades tombe par exemple entre les mains des assureurs? Alors ça, est-ce que c'est déjà possible? Est-ce que ça s'est déjà vu? Qui est-ce qui veut répondre à Xavier Charpentier? Alors, sur les données de santé, alors déjà plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on nous promet en ce moment qu'un certain nombre de ces dispositifs, que ce soit l'application, que ce soit les fichiers, donc SIDEP et Contact Covid, qui répertorient à la fois les gens qu'on a testés au Covid et les individus qui sont susceptibles d'être des cas contacts, on nous explique que tout ça, quand l'épidémie sera terminée, on remisera tout ça au placard. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps va durer l'épidémie, on ne sait pas si on est susceptible d'avoir une deuxième vague, on ne sait pas vraiment si on est immunisé, pour combien de temps. Enfin, il y a quand même tout un tas de questions qui restent complètement en suspens. Et les premières études qui ont été publiées d'ailleurs dès le début de l'épidémie, je pense à celle de l'Imperial College, nous ont quand même expliqué que les mesures de distanciation sociale allaient durer probablement au moins 18 mois. Donc on est quand même sur du temporaire qui est parti pour durer. On a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet, ce qui rappelle évidemment les multiples prorogations de l'état d'urgence après 2015. Ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'on l'a prorogé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ouais. Et puis, une fois qu'on l'a prorogé 6 fois, on a fini par faire rentrer les dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Est-ce que demain, on ne va pas nous expliquer que dans l'hypothèse où on serait frappé par une nouvelle épidémie, ou dans l'hypothèse où finalement le Covid deviendrait une maladie saisonnière, ou tout simplement parce que la norme aura changé et qu'on aurait estimé que, je ne sais pas, dans le cadre de la grippe saisonnière, par exemple, on déploie aussi ce type d'outils, est-ce qu'on ne serait pas tenté de rendre ces dispositifs un peu plus permanents ou de les noyer ou de les faire basculer dans quelque chose d'un peu plus pérenne? Alors, sur la revente des données, aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les données de santé sont, par exemple, beaucoup mieux encadrées qu'aux États-Unis, où on a eu des exemples ces derniers mois, notamment les partenariats signés entre Google et un certain nombre d'acteurs de la santé sans le consentement des patients, mais parce que finalement, ce consentement n'était même pas nécessaire aux États-Unis. Donc, sur la revente des données de santé, c'est quand même très encadré, très interdit en France. Par contre, ce qui se passe, et ça fait déjà quelques mois qu'on voit que c'est en train de se développer, c'est qu'au nom de la recherche et au nom de l'innovation, et parce que la France veut exister technologiquement, notamment entre ces deux monstres que sont la Chine et les États-Unis, et quand je dis la France, mais aussi l'Europe, et donc on aurait besoin, grâce aux données de santé qu'on collecte, qui sont un peu notre trésor de guerre, de transformer toutes ces informations en innovation potentielle. Donc on a monté par exemple au début de l'année, sous l'impulsion du gouvernement, une plateforme qui s'appelle le Health Data Hub, où donc sont versées tout un tas de données de santé qui jusqu'ici étaient plutôt traitées directement par les hôpitaux avec des architectures maison. Donc là, on harmonise sous l'égide de Microsoft, chez qui on stocke les données, et on donne accès à ces données à un certain nombre d'acteurs, d'entreprises qui vont ensuite pouvoir proposer des solutions innovantes et devenir peut-être les licornes
les licornes de demain. Évidemment, c'est pas sans risque, parce que ça veut dire que les données, à partir du moment où on les stocke sur des serveurs étrangers, et notamment sur des serveurs américains, et la CNIL s'en est d'ailleurs un peu inquiétée, il y a une possibilité que ces données soient ensuite réutilisées par des acteurs étrangers, et notamment des acteurs américains. D'autant plus que il y a le Cloud Act qui permet, au nom de la sécurité nationale, qui est toujours, comme chacun le sait, une exception extrêmement floue et à géométrie très très variable, au nom du Cloud Act, les autorités américaines peuvent forcer une entreprise qui stockerait des données à transmettre justement ces informations-là, ce qui, dans le contexte d'une crise sanitaire mondiale et avec une administration qui est l'administration de Trump, me semble pas être complètement un scénario catastrophe ou une vue de l'esprit. Donc le danger, j'ai envie de dire, est pas forcément franco-français, mais on a une tentation aujourd'hui qui est réelle de monétisation, d'exploitation d'une manière ou d'une autre des données de santé. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce qu'on parlait de l'anonymisation des données, qu'il y a quelques mois, juste avant d'ailleurs la crise sanitaire, ou au tout début de la crise sanitaire, dans une réponse à une question de sénateur, je crois, le gouvernement avait rappelé que l'anonymisation des données de santé, c'est bien joli, mais que des données de santé trop anonymisées, ça nuirait à l'innovation, à la capacité d'innovation. Et c'était une question qui était posée précisément dans le cadre de ce fameux Health Data Hub. Or, aujourd'hui, le Health Data Hub est censé recueillir justement les données qui seront collectées dans le cadre des 2 fichiers dont on parlait précédemment, puisque ces informations-là ont vocation à être versées, en compagnie de tout un tas d'autres informations de santé, dans ce méga fichier qu'est le Health Data Hub. Donc ça, c'est un peu la dynamique qui est à l'œuvre, et c'est évidemment là-dessus qu'à mon sens, il faut rester assez vigilant, parce que les données de santé, dans les mois qui vont venir, vont constituer effectivement un nœud quand même assez crucial quand il s'agit de parler de la vie privée et de secret médical, évidemment. Ouais. Alors, on a une question pour vous relancer là-dessus. Mais Guinness, vous vouliez intervenir là-dessus? Ouais, il y avait 2 points que je souhaitais rajouter. La première, donc, concernant le Health Data Hub. Donc, il y a eu un article de Mediapart il y a 2-3 jours très intéressant là-dessus, donc qui rappelait bien que les données sont stockées chiffrées sur les disques, hein, mais que Microsoft est en possession des clés de déchiffrement. Et donc, comme le disait Olivier, en vertu du Cloud Act, si Microsoft prend une obligation de fournir les données, ils ont les moyens de déchiffrer les données et de les fournir au gouvernement. Et la deuxième précision que j'apporterai, c'est que donc, le Health Data Hub est basé sur la notion, a priori, je dis bien a priori, de pseudonymisation des patients. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder le nom, le prénom, l'adresse des patients, on va mettre un pseudonyme, mais c'est bien connu par tous les chercheurs en médecine et toutes les personnes qui s'intéressent aux études statistiques, qu'en fait, en termes de santé, l'anonymisation, l'anonymat ou le pseudonymat, ça ne veut rien dire, parce qu'on peut retrouver une personne uniquement par son parcours médical. Un parcours médical est quelque chose de tellement précis et unique qu'on peut retrouver la personne, en fait. On va pouvoir l'identifier. Et donc, en fait, anonymiser ou pseudonymiser ces données, ça ne sert à rien, tout simplement. Alors, on a dans le chat une question qui revient souvent sur les questions de vie privée. Donc, elle est cette fois posée par Pierre-Nicolas Schweitzer. Stop Covid étant basé sur le volontariat, peut-on vraiment parler de surveillance et d'atteinte à nos libertés? Alors, qui c'est qui veut répondre à ça? Je dirais qu'en fait, oui, il y a une atteinte à la liberté et à la vie privée, parce qu'en fait, c'est un faux volontariat qu'on a dans le cadre d'une telle application. Pourquoi je dis que c'est un faux volontariat? Premièrement, parce qu'en fait, donc, il y avait les pressions sociales dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir une pression de la part par exemple, de son employeur, de ses amis, des magasins. Il y a des magasins qui avaient annoncé qu'ils demanderaient à vérifier
que la personne n'est pas potentiellement contaminée avant de laisser l'entrée au magasin. Donc en fait, il y a une pression qui se crée pour pousser les personnes à installer l'application. Et la deuxième pression, c'est celle directement des politiciens, du gouvernement, quand ils disent qu'une personne qui n'installerait pas l'application commettrait un crime contre l'humanité, en refusant d'agir pour le fameux bien commun, en refusant d'installer cette application. Donc en fait, c'est pas du vrai volontariat. On nous dit, oui, ça va être volontaire, mais il y a uniquement les personnes vraiment militantes, vraiment engagées contre ce genre d'application, qui ne l'installeront pas et qui accepteront les sanctions si elles se mettent à exister, afin de protéger leur vie privée. Parce qu'il y a des sanctions sociales, en fait, qui ne sont pas vraiment des punitions, mais par contre, s'il y a des dispositifs dont on s'exclut quand on n'utilise pas une application, bon, bah, forcément, il y a une forme de discrimination. C'est ce qu'on revenait, c'est ce qu'on expliquait il y a quelques minutes. Olivier, vous vouliez préciser là-dessus? Non, mais je suis assez d'accord avec cette position-là, d'autant plus qu'on on voit que ce volontariat se heurte quand même à tout un tas d'obstacles, et notamment quand on réfléchit à des dispositifs qui ressemblent à des bracelets électroniques. Dans ce genre de circonstances, d'autant plus qu'on parle souvent des populations les plus à risque, là, la notion de volontariat disparaît complètement. D'autant plus qu'il y a aussi un autre risque, je pense, c'est qu'on voit se multiplier euh, toute une myriade de mini-stop Covid qui pourraient être déployés par les entreprises notamment, et qui en ferait une condition du retour au travail. C'est-à-dire que vous revenez sur le lieu de travail, à condition que vous téléchargez l'application. Alors là, en plus, pour le coup, avec des garanties qui seront beaucoup plus discrétionnaires et beaucoup moins fortes, possiblement, et dans un rapport hiérarchique qui en fait, paralyse totalement la notion même de consentement. Alors, il pourrait y avoir y compris des dispositifs illégaux là-dedans, hein, mais on voit bien, et on a commencé l'émission d'ailleurs là-dessus, on voit bien que c'est pas parce qu'un dispositif est illégal qu'il n'est pas déployé. Donc il y a effectivement le risque que ce type d'application se multiplie, fasse un peu des petits. On a déjà des exemples d'ailleurs d'entreprises qui réfléchissent à des applications de ce type-là et conditionnent son utilisation à soit une circulation dans l'espace public, soit à l'entrée sur un lieu donné. Il y a aussi peut-être un autre danger que j'évoquerai, c'est le fait qu'on a un certain nombre d'exemples, et là pour le coup je pense beaucoup à l'exemple de Singapour, qui a été cité beaucoup par le gouvernement français, en expliquant, voilà, regardez, nous on étudie beaucoup ce qui se fait à Singapour, qui en plus, rappelons-le, est quand même un territoire extrêmement différent de la France, hein, c'est une cité-État de 720 km², autant dire que s'il y a un endroit où une application de ce type est quand même censée fonctionner, avec un taux de pénétration du smartphone qui est beaucoup plus fort que chez nous, c'est quand même censé être là-bas. Or, ils ont eu un afflux de nouveaux cas qu'ils n'ont pas réussi à identifier. L'application n'a pas été téléchargée par suffisamment de personnes. Ils ont décrété un confinement, alors qui n'est pas exactement notre confinement à nous, ils appellent ça un circuit breaker, mais qui ressemble quand même à... En tout cas, ils ont durci les mesures restreignant les libertés. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, les autorités singapouriennes ont fini par déployer un deuxième dispositif où on oblige, et là pour le coup il n'y a plus de notion de volontariat, on oblige la population à scanner un QR code dès lors qu'on entre dans un bâtiment public. Donc on voit bien que si jamais une aventure comme celle-là devait se heurter à des limites techniques ou à des limites démographiques qui sont loin d'être inimaginables, à ce moment-là, on risque effectivement d'avoir des mesures qui seront peut-être beaucoup plus coercitives. Alors, sur le Health Data Hub, on a une petite précision qui est demandée par Josiane Olf-Nathan. Il est question que sur ce Health Data Hub, il y ait le dossier médical partagé. Est-ce exact? Oui. C'est ça. Oui, c'est même en fait la pierre de voûte du Health Data Hub, en fait. C'est d'agréger les données autour du DMP. Okay. La grande question étant de savoir, et ça je pense que ça va être une des questions qui va nous occuper dans les mois qui viennent, qui va prendre en charge justement ce dossier médical partagé? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de course à l'armement entre d'un côté des grandes plateformes étrangères qu'on connaît, alors effectivement
Google, Amazon, même Facebook commence à s'intéresser à la santé. Et puis de l'autre, un certain nombre d'autres acteurs, que ce soit des acteurs français ou européens, qui pourraient aussi être intéressés à l'idée de faire le dossier médical partagé. Et là, évidemment, je pense très très fort à Doctolib, qui, à la faveur de la crise sanitaire, et parce que la téléconsultation est devenue un peu la norme, pourrait être tenté là aussi de passer un peu la surmultiplier et de mettre en place ce dossier médical partagé. Donc effectivement, à partir du moment où nos parcours de santé vont être de plus en plus dématérialisés, et là pour le coup la crise sanitaire veut ça, au moins momentanément. Alors, si je prends mon exemple personnel, moi j'ai fait une consultation avec mon médecin il y a 15 jours, elle m'a prescrit une ordonnance, l'ordonnance je suis allé la récupérer sur mon espace perso Doctolib, donc ça laisse une trace là où avant il y avait la confidentialité du cabinet, elle me donne une ordonnance sur papier, bon bah je sais qu'à ce moment-là, à part le moment où je vais à la pharmacie et où on rentre éventuellement ces informations sur un ordinateur, on a respecté le secret médical entre le praticien et le patient. À partir du moment où on dématérialise les actes, effectivement, le dossier médical partagé devient une évidence, et donc à ce moment-là, se posent évidemment les questions de qui a les clés de ce fameux dossier médical partagé, et avec qui, et dans quelles conditions est-il justement partagé. Alors, donc là-dessus, il y a une autre question. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire finalement je vais essayer de retrouver exactement les questions. Voilà, c'est de nouveau sur alors c'est de Perrine Olf Rastegar cette fois. Merci. Comment pouvons-nous réagir face à ces méthodes de traçage pour empêcher que nos libertés soit brisées, soit attaquées. Comment on peut agir finalement en tant que citoyen face à ces dispositifs qui sont présentés comme étant techniques, présentés comme étant des solutions et présentés comme étant inéluctables finalement. C'est une question piège. Le premier point que je dirais, c'est ne pas installer l'application tout simplement quand elle sera disponible, se refuser à l'utiliser et appliquer tous les gestes barrières qu'on a pris l'habitude de faire, c'est-à-dire respecter des distances. Donc, on nous conseille 1 mètre. En pratique, c'est plutôt 2 mètres, d'après les études qui sont publiées. Porter un masque, se laver les mains, utiliser éventuellement du gel hydroalcoolique si on n'a pas l'occasion de se laver les mains. Et ensuite, selon la manière dont l'application va exister, donc selon si elle va rester basée sur le volontariat ou si elle devient forcée, il va y avoir diverses manières d'attaquer. C'est-à-dire que si elle est imposée, on commence à avoir une atteinte à la liberté de mouvement. Et donc, dans ce cas-là, c'est une atteinte à une liberté fondamentale qui doit être justifiée selon 3 points, qui sont la légitimité, je perds mes mots. Alors, c'est pas grave, mais parce que, par exemple, donc là, il y a effectivement Stop Covid. Donc ça, effectivement, on peut peut-être ne pas l'installer. Mais il y aura d'autres applications. Par exemple, les drones qui surveillent les plages à Nice. Ceux-là, une fois qu'ils sont là, qu'ils sont installés et qu'ils sont sur vos têtes, est-ce qu'on est en droit, est-ce qu'on a un moyen d'action citoyen de refuser ça? Parce que finalement, ça va se passer après comme la vidéosurveillance, c'est-à-dire on va mettre un panneau en disant si vous voulez refuser d'être filmé, vous pouvez toujours appeler tel numéro et dire que vous vous opposez à votre droit de traitement et ça nous fera bien marrer. Parce qu'en réalité, c'est quand même ce qui se passe dans le traitement des données personnelles. On n'a pas évolué là-dessus, finalement, sur la question du non-consentement ou sur l'opposition. Donc, le premier acte citoyen qu'on peut faire, déjà, c'est essayer de vérifier, d'avoir les documents administratifs qui encadrent
l'utilisation donc là, vous parliez de drones, l'utilisation de drones. Pour ça, on a un processus en France qui s'appelle les demandes CADA. C'est des demandes d'accès aux documents administratifs. Ouais, mais au secours. Les demandes CADA, Guinness, je connais bien. Ouais. C'est infernal. Si c'est ça la barrière Alors, pour les citoyens, on n'est pas on sorti. a alors sur un des sites de la Quadrature, donc le site le site Technopolis, donc il y a un mouvement qu'on a lancé en septembre 2019. On fournit un template de demande CADA à remplir. Où il manque juste les informations, donc la ville à laquelle on pose la question, le dispositif auquel on s'intéresse. On fournit ce template pour que les gens puissent plus facilement faire ces demandes CADA. D'autant plus que pas plus tard que hier ou aujourd'hui, l'UE a poussé la France à accélérer son temps de réponse aux demandes CADA, en fait, à être plus réactif et plus honnête d'une certaine manière, c'est-à-dire ne pas botter en touche et répondre aux demandes CADA le plus vite possible. Ouais, ouais. Et ensuite, ce qui est possible, si on considère que l'utilisation est illégitime, c'est de monter au niveau du tribunal administratif. Le problème, c'est qu'il y a des risques. Si on perd, il y a des frais de justice à payer. Et donc, le mieux dans ce cas-là, c'est de se monter en groupement citoyen et de faire des actions groupées. Et Ouais. c'est un peu ce qu'on essaie d'initier avec le mouvement Technopolis, en fait. Fournir la documentation, les outils, des templates de discours politiques ou juridiques qui s'opposent à des dispositifs afin d'aider les citoyens et les groupements citoyens à agir contre ces utilisations. Ok. Après, Olivier. d'une manière peut-être un peu plus générale, je pense c'est pas mal d'être raisonnablement paranoïaque, je crois, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à être un peu maximaliste, à envisager toujours le pire des scénarios, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut mesurer l'impact que peuvent avoir ces technologies. C'est comme ça aussi qu'on les repolitise, et c'est comme ça qu'on réussit quelque part à cartographier un peu ce territoire dans lequel on évolue, dont on voit bien qu'il est en perpétuelle recomposition, mais qu'il ne cesse aussi de s'agrandir. Il faut réussir à ramener la lumière là où elle n'est pas. Et je crois que ça passe aussi par un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire avoir des discussions collectives, que ce soit à 10, à 100, à 1000, à plus, quelle que soit les modalités selon lesquelles on discute, mais qui permettent justement de donner de la visibilité à des dispositifs qui ont plutôt tendance à fuir assez naturellement la lumière. Et toujours se poser la question de la légitimité, de la souhaitabilité de ces dispositifs-là. Moi, j'aime beaucoup il y a une phrase qui me revient régulièrement, qui était une phrase d'un architecte britannique qui s'appelle Cedric Price, qui disait la technologie est la réponse, mais quelle est la question? Et c'est vrai qu'on entend beaucoup depuis quelques années que la technologie est la réponse à peu près tout, et on ne pose pas assez, justement, de savoir quelle est la question. Donc, je crois que ce qu'on peut faire aussi en tant que citoyen, que ce soit en tant que citoyen, que journaliste, que militant, c'est aussi de poser cette question de la véritable utilité de la technologie pour que les choix technologiques d'une société, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on voit bien que ces orientations techniques ont un vrai impact et ont de plus en plus d'impact sur nos vies, qu'on puisse s'en saisir et en discuter collectivement. Alors, on a une question assez précise. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais si vous ne savez pas, oui, mais je vous la pose quand même. Donc, c'est de Vivien VS. Le programme ID 2020 aurait-il un lien avec l'application Stop Covid, par exemple, pour commencer une récolte d'identité de la population, sachant que le groupe Thales travaille depuis
2016 sur l'identification numérique. Voilà. Je vous la pose. À ma connaissance, non. Après, c'est vrai qu'on voit depuis quelques années se multiplier les initiatives, et notamment sous l'impulsion d'un certain nombre d'acteurs industriels, Thales en faisant partie, pour soit mener des expérimentations, soit collecter effectivement un certain nombre de données biométriques. L'espèce de retour en force de la biométrie auquel on assistait déjà avant la crise sanitaire risque de devenir de plus en plus fort dans un contexte où on va voir se mettre en œuvre ce que j'appelle une économie de la distanciation sociale. C'est-à-dire que les outils qui étaient déployés hier pour s'assurer que un individu n'avait pas un comportement suspect, pour détecter un comportement anormal, pour détecter une rixe, un objet abandonné, une intrusion dans un périmètre ou je ne sais quoi, aujourd'hui, ces mêmes outils sont utilisés pour déterminer si un individu porte un masque, si on respecte les mesures de distanciation sociale. Ouais, c'est ça. Peut-être demain, je voyais ça par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, où les autorités songent à utiliser la reconnaissance faciale comment dire, en complément d'un certificat d'immunité, c'est-à-dire que pour justement éviter les contrôles où on aurait besoin de se toucher, on puisse attester que quelqu'un est porteur d'un certificat d'immunité en ayant recours à un dispositif biométrique. C'est sûr que dans un rêve de société sans contact, la biométrie, c'est un Eldorado, quoi. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Après, à ma connaissance, sur Stop Covid, pour l'instant, il n'y a pas de débat de cet ordre-là. Mais après, bon, encore une fois, on peut faire tous les scénarios maximalistes. Je pense que c'est toujours bien d'émettre les hypothèses et de toujours envisager le pire sur ces questions-là. Oui, il vaut mieux avoir trop peur que pas assez, c'est sûr, effectivement. Et donc, pareil, à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de projet. La question des passeports d'immunité, c'est quelque chose qui en fait est très intéressant parce que ça remet au goût du jour la question de la biométrie comme apparemment le seul moyen d'identifier précisément une personne et de savoir précisément qui est cette personne. Sauf qu'en fait, on en a plein d'autres des moyens. Bon, ok, une carte d'identité, ça marche pas très bien, mais ça ramène à cette question. Initialement, quand on remonte à la reconnaissance faciale, ce qu'on veut, c'est reconnaître un visage. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un visage déjà? Et qu'est-ce qu'on peut vouloir reconnaître? Un visage, au début, on peut se dire c'est des yeux, une bouche, une forme, des cheveux. Mais en fait, il y a beaucoup plus de symboles distinctifs sur un être humain que le visage qu'on peut avoir envie d'identifier. Donc par exemple, ça peut être un tatouage. Enfin, moi, j'ai un tatouage sur le bras, c'est identifiant. J'ai des piercings, je porte tel type de chaussures. Tout ceci sont des facteurs identifiants, déjà très précis. Peut-être même plus qu'une biométrie dont on a déjà eu des exemples d'échecs. Il y a eu ce cas en Allemagne du criminel aux 2 ADN, qui en fait, bon, c'est une anomalie génétique, mais il s'avère qu'il n'avait pas le même ADN en haut du corps qu'en bas, et que du coup, dans son identification, donc en fait, ce qui s'est passé, c'était une situation, alors trigger warning pour les personnes que ça pourrait mettre mal à l'aise, ça parle de viol, donc je vous laisse 2 ou 3 secondes pour couper votre micro si vous ne voulez pas l'entendre. Voilà, donc c'était un violeur dont on était persuadé, une personne dont on était persuadé qu'elle avait violé une autre personne, et on a fait une identification salivaire de son ADN, et on l'a comparé à l'ADN du sperme récupéré, et il différait. Et en fait, on s'est rendu compte des années après, en revenant sur l'affaire, en refaisant une identification d'ADN, mais cette fois-ci du sperme, en fait, les deux ADN de sperme étaient identiques. Donc en fait, la biométrie, c'est pas parfait. Ouais.
Alors non seulement la biométrie c'est pas parfait, mais là effectivement l'accélération qui encore une fois était déjà en cours et qui à mon avis ne risque de s'accélérer davantage dans le contexte dans lequel on est. Il faut pas oublier que la biométrie historiquement est quand même ce qu'on a inventé pour identifier des populations qui étaient considérées comme des populations dangereuses. C'est-à-dire que on a fait le livret ouvrier, on a fait le carnet anthropométrique des nomades, on consignait tout un tas d'informations, la distance bizygomatique, la longueur des pieds, etc. etc. On a inventé en France les fiches anthropométriques de Bertillon, qui sont ce qu'on appelle communément la photo judiciaire, donc avec cette photo de face et cette photo de profil avec des signes distinctifs, etc. Et cette biométrie qui était un temps réservée à des populations dangereuses, qui étaient toujours, grosso modo, les pauvres, les étrangers et les criminels récidivistes, qu'on a aussi consciencieusement testé dans les colonies, aujourd'hui, sont déployés sur l'ensemble de la population. Et alors, encore une fois, dans le contexte dans lequel on est, avec un risque d'accélération assez phénoménal, au nom d'une fluidification de la circulation, d'une facilitation de la circulation, de la réduction d'un risque sanitaire en l'occurrence. Mais il ne faut pas oublier quand même ces origines de la biométrie, d'autant plus que la biométrie, parce qu'elle a ces origines-là, a toujours quand même contribué à produire un certain nombre de pseudosciences très parasites. Je pense à la phrénologie, je pense à la physiognomonie, à toutes ces pseudosciences du 19e qui prétendaient finalement déterminer la psyché d'un individu ou ce qu'il était susceptible de faire en fonction des traits de son visage, c'est-à-dire que si vous aviez les traits de tel ou tel animal, vous alliez adopter le comportement de cet animal. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'un fait polytechnique pour savoir que ça peut produire des interprétations extrêmement racistes. Le risque de la biométrie, c'est qu'on produise exactement le même type d'effet et que la reconnaissance faciale ne soit jamais que la physiognomonie ou la phrénologie du 21e siècle, produisant du coup une interprétation assez raciste, notamment du danger. Donc, encore une fois, la vigilance est requise, surtout dans ce contexte-là. Ok, je pense qu'on peut s'acheminer tout doucement vers la conclusion. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat, donc merci Néa Lénier, alias Guinness de la Quadrature du Net. Merci Olivier Tesquet. Donc je rappelle votre livre À la trace, donc un livre très documenté que je recommande à tous. Ça se lit très bien. C'est charpenté et effectivement, comme vous me le disiez en interview, ça permet de resituer un petit peu d'où viennent, et vous venez d'ailleurs de l'évoquer, ça permet de resituer d'où viennent tous ces mécanismes de surveillance qui s'installent un peu partout. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci pour l'invitation. Merci au Shadok et aux indépendants d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Et puis, on se retrouve en juin pour un nouvel épisode de Tous connectés et après, parce que on vient d'en avoir à nouveau la brillante démonstration. Il est urgent, important et essentiel de questionner nos usages et nos relation au numérique. Voilà, il n'y a pas de magie solutionniste. Et je note aussi, Olivier, il faut être un petit peu paranoïaque. C'est bien. Ça peut toujours servir.